Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. En sport collectif, cela arrive qu'un arbitre puisse se tromper ou bien que les joueurs ou le coach puissent avoir cette impression. Je ne sais pas si les frustrations ou les incompréhensions dues à l'arbitrage peuvent disparaître, mais comment, sur un temps mort, puis-je aider les joueurs ou le groupe à se reconcentrer sur nos actions et non sur l'arbitrage? Dans ce bouquin-là, En quête d'excellence, de Thierry Orlick, Alexandre, je vois que ça te fait sourire, peut-être que tu y as déjà jeté un œil. Ouais, je l'ai déjà feuilleté, oui. Ok, cool. En fait, ta question m'a fait penser à cette phrase-là, tu vois, où il écrit: La plupart des tensions et des frustrations naissent du besoin compulsif de jouer le rôle de quelqu'un que nous ne sommes pas. Et j'invite vraiment à réfléchir sur ce truc de la frustration vient quand on veut jouer le rôle de quelqu'un que nous ne sommes pas. C'est assez difficile en fait pour les joueurs d'avoir l'impression qu'ils pourraient faire mieux ou d'avoir eux-mêmes la réponse de mais si la balle elle est sortie, mais en fait ils peuvent pas être cette personne qui décide que la balle elle est sortie puisqu'après tout c'est l'arbitre. Et il y a au départ à mon avis de cette frustration là le fait d'être centré sur quelque chose qui ne dépend pas uniquement de soi. Et bien sûr j'ai envie de dire c'est tout à fait normal, hein, mais nous on va voir par rapport à ça, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour, et c'est un peu le sens de ta question qui était juste avant. Je crois que tu as compris dans quelle direction il faut aller, Alexandre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconcentrer sur nos actions et non sur l'arbitre? Alors, déjà, juste pour prendre un peu du recul, tu vois, j'avais envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un sportif de très haut niveau et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne serait pas sportif de très haut niveau? D'après vous, qu'est-ce qui fait comme ça la plus grande différence? Le mental. Ouais, le mental, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Bah, outre l'aspect technique, physique et autres, généralement c'est des personnes qui ont un mental d'acier et qui ont un objectif très clair dans leur tête et ils vont au bout des choses. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui hésite avant de dire faut que j'aille faire ma muscu, faut que j'aille faire mon machin. C'est quelqu'un qui a un objectif et qui est déterminé et qui fait tout pour réussir. Il veut réussir, il se contente pas de dire ça serait bien que je fasse ça, il le fait. Ok, j'ai entendu là-dedans un mental d'acier, d'accord. Ouais, Claire-Marie, vas-y, ouvre ton micro avec plaisir. Et aussi quelqu'un qui n'abandonne jamais, qui est toujours enfin, à faire le mieux qu'elle peut et se donner à fond sur ce qu'elle fait pour arriver à son but. Ok, un mental d'acier, quelqu'un qui n'abandonne jamais. Quoi d'autre comme mot? On se rapproche de la direction dans Le laquelle j'ai envie travail, d'emmener. Comment, Thibaut? le travail, Le travail, ça veut dire? bah, c'est celui qui bosse, qui va bosser le plus, qui va terminer à haut niveau. Bah, tu prends deux gamins de 9 ans, celui qui est doué, il va être moins bon au final malgré son talent que celui qui va avoir travaillé plus fort que lui pendant des années. Ok, intéressant. Je vois que Claire-Marie, elle n'a pas l'air d'accord, mais tu vois, on partage comme ça différents avis d'entraîneurs, c'est cool. À l'époque où je me formais, tu vois, j'en avais un qui disait que le travail tout seul, ça suffisait pas, le talent tout seul, ça suffisait pas, mais que celui qui y arriverait, c'est celui qui Ouais. a et le talent et le travail. Et je pense qu'on peut être en consensus, je dirais, là-dessus. D'autres idées, Benjamin, peut-être? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi entre un sportif de très haut niveau et quelqu'un d'autre? Tout ce qu'ils ont dit, je suis d'accord aussi, mais pour moi, il y a une chose aussi, c'est être capable de se remettre en question sur ce qu'on est capable de faire nous et pas se trouver des excuses par rapport au contexte, par rapport à l'adversaire et tout ce genre de choses. Ok, bien. Alors, ce que moi, je voulais vous proposer comme réponse, c'est celle-ci. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une meilleure capacité à faire face à la frustration. Pour moi, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui, beaucoup plus que quelqu'un de lambda, va devoir sans arrêt faire face, je vais appeler ça, à des choses difficiles, en fait, faire face à des frustrations, tu vois. Tous les jours, en fait, tu fais un peu des erreurs, tu vois. Le sport, c'est un peu comme une vie en raccourci,
où tous les jours, il y a un truc qui ne va pas, tu fais un essai, ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui t'embête, ça ne marche pas, etc. Tous les jours, tu es comme ça face à des frustrations qui viennent de toi, qui viennent de l'entourage. En fait, tu as une grosse capacité à faire face aux événements négatifs d'une part, mais je pense encore plus à la frustration. Et, pardon, gérer ce problème, à mon avis, ça fait partie à la fois de l'apprentissage de base des joueurs de sport collectif, aussi des athlètes de sport artistique, comme on l'a dit, mais vraiment de la base des joueurs de sport collectif. Et là-dedans, moi, j'aimerais vous proposer de prendre votre rôle d'éducateur, parce qu'en fait, la frustration que vos jeunes rencontrent, ils vont la gérer de la même façon et ils vont avoir les problèmes de la même façon que ce qu'ils auraient dans le reste de leur vie. Je serais très curieux de savoir comment ils se comportent face à l'injustice à l'école. Parce que l'école, ce n'est pas toujours un milieu, tu vois, qui est forcément juste. C'est aussi le cas dans la société, c'est le cas aussi avec l'argent, tu vois, quand on grandit, on se demande, tiens, mais pourquoi ils en ont plein et moi, j'en ai pas. Il y a plein comme ça de choses qui peuvent être liées à l'injustice et dans lesquelles il y a une certaine frustration. Et du coup, si vous prenez votre rôle d'éducateur, vous allez être utile à vos jeunes, à la fois être peut-être plus performants en match, mais aussi être plus performants dans la vie. Et je crois que c'est ce qu'on veut. Hein. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, le premier levier d'action face à ce problème-là, bah, c'est la deuxième question des entretiens individuels. Tu vois, c'est est-ce que ça dépend uniquement de toi? Pour que tout de suite, le sportif il comprenne que de toute façon, il ne peut pas agir sur l'arbitrage. À moins que vous ayez des méthodes. Dans ce cas, je veux bien en entendre parler, tu vois. Mais de toute façon, il ne peut pas agir sur l'arbitrage. Donc, sur quoi il peut agir pour favoriser quand même le bon résultat de son équipe? Donc, s'il a en tête, je ne peux pas agir sur l'arbitrage, ça, je crois qu'avec un peu de côté éducateur, justement, vous allez pouvoir faire passer ce message-là. Il va commencer à se poser la question, ok, bah, moi, je n'ai pas envie d'être victime de la situation, je n'ai pas envie seulement de la subir. Alors, sur quoi est-ce que je peux agir? Avec l'idée, c'est que, en fait, le plus gros risque qu'on a dans cette situation avec la frustration, c'est que l'état émotionnel dans lequel ils sont, l'état interne qu'ils ressentent, les empêche, au final, de mettre en place les actions qui pourraient leur permettre d'être performants, tu vois, comme s'ils allaient perdre leur jeu face à la frustration. C'est quelque chose qu'à l'époque où je regardais les matchs de foot, tu vois, c'est un truc qui se remarque bien. Il y a une erreur d'arbitrage, il n'aurait pas dû avoir un penalty, finalement il y a eu but accordé sur penalty. Et en face, on voit une équipe qui perd un peu ses moyens parce qu'ils sont tellement frustrés de ce qui s'est passé. En tennis, tu vois, quand les joueurs ils commencent à casser la raquette par terre parce qu'ils ressentent de la frustration, peut-être pas liée à l'arbitrage, mais c'est aussi rarement des moments où cette frustration-là leur permet d'être plus performants. Sauf s'ils arrivent à se reconcentrer sur ce sur quoi ils peuvent agir. Et par rapport à ça, j'aimerais vous aider, notamment en rappelant cette diapo qu'on avait vue dans la première session qu'on a faite ensemble. Alors évidemment, on va parler de mindset et d'éducateur sportif, hein, c'est ce que je vous disais. On va éduquer les gens à faire face à la frustration, parce qu'au final, c'est central, je crois, dans la vie, au-delà du sport en lui-même. Alors, c'est pas tellement cette petite terre-là qui m'intéressait, tu vois, mais plutôt cette partie-là. Tu vois, quand tout à l'heure, on faisait la réponse à Thibaut par rapport à ce que les joueurs font à la mi-temps, j'ai suggéré qu'ils se posent la question, est-ce que c'est le meilleur moment pour mon équipe que je fasse ça maintenant, que j'exprime cette frustration, cette colère maintenant auprès de l'équipe? Un joueur qui s'engage dans une attitude de je ne suis pas du tout d'accord avec l'arbitrage, il est conscient que ça va détourner sa concentration et ça va détourner comment il se sent dans une direction bien particulière. Et on peut le questionner, tu vois, là-dessus. Est-ce que tu penses que critiquer l'arbitre de cette façon-là, ou l'arbitrage, ça va être utile à ton jeu, là, maintenant, tout de suite? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que c'est que l'arbitre ne se trompe pas ou est-ce que c'est que l'équipe, elle gagne? Et pour ça, il va falloir choisir du coup un comportement. En fait, pour désamorcer ce truc-là, c'est quelque chose qu'à mon avis, vous allez avoir beaucoup de mal à faire en leur interdisant de le faire. Tu vois, leur dire, surtout, tu ne parles pas à l'arbitre. Et à mon avis, vous serez plus efficace si vous arrivez à leur faire prendre conscience qu'en fait, au-delà de l'arbitrage qui peut-être est mauvais,
c'est la façon dont eux se sentent par rapport à cet arbitrage et se comportent qui va les limiter plus que l'arbitrage lui-même. Tu vois, Arthur, si les filles, quand elles se présentent à la compète, elles sont déjà en mode de toute façon, je vais être mal jugé, alors à quoi bon? Cet état dans lequel elles sont va peut-être limiter leur performance bien plus que la mauvaise performance des juges ou des arbitres. À ce sujet-là, ce qui attire mon attention, tu vois, c'est que quand tu fais un match entre potes, ou même à l'entraînement, ou je sais pas, en fait, l'arbitrage, s'il est mauvais, on s'en fiche. Des fois même, il n'y a pas d'arbitre qui est là. Et la raison pour laquelle on a des arbitres, et même, je dirais, on les paye très cher en finale de la Champions League, c'est parce qu'il y a un enjeu qui est très important. Et du coup, ayez en tête que c'est cette notion d'enjeu qui va provoquer chez eux l'état dans lequel ils sont. Et du coup, on peut aussi agir sur comment ils perçoivent l'enjeu. D'où l'importance de cette première ligne que j'avais tout à l'heure, qui est liée aux croyances. Il y a un peu, tiens, si l'arbitre il fait cette faute d'arbitrage, qu'est-ce que le sportif il pourrait perdre, tu vois? Quel enjeu énorme est-il en train d'affronter à cause de l'arbitre? Imagine, je vais devoir dire à tout mon entourage que j'ai été nul. En fait, c'était pas ma faute, c'était l'arbitre. Et vous aurez plus de réponses à ce sujet-là si vous regardez la conférence sur les enjeux. Il y en a qui l'ont vu ou pas déjà, le module B des bonus? Ouais, Arthur, tu l'as vu? Ok. Et ben les autres, non, Alexandre, pardon, qui avait la main. Et ben les autres, si vous allez voir ça, ça vous aidera, je pense, un petit peu par rapport à ce sujet-là. On peut aussi questionner, tu vois, pour l'erreur en amical, tu t'en fiches, mais pas en finale. Et ça, c'est une question qui va permettre à vos sportifs de se rendre compte qu'en fait, derrière le problème d'arbitrage, il y a surtout un problème d'enjeu. J'avais noté dans mes commentaires, mais je crois que c'est quelque chose que je vous ai dit juste avant, hein, amène-les à se questionner sur l'utilité de leur comportement. Est-ce que quand je me comporte comme ça avec l'arbitre, ça apporte le résultat voulu? Et j'ai envie de dire, il y en a, ils ont toute leur carrière pour essayer de critiquer sur l'arbitre et de voir qu'en fait, ça ne fait pas vraiment changer de comportement à l'arbitre de façon favorable. Alors, peut-être que comme ce comportement-là, il ne fonctionne pas, il n'apporte pas le résultat voulu, on peut essayer une autre forme de comportement. Et puis, vous vous souvenez de ce truc-là, là, utiliser les leviers de persuasion et notamment la preuve sociale. Franchement, la chance que vous avez, c'est que là, tout à l'heure, quand on a posé la question, OK, qui a déjà vécu ce problème? Tout le monde a levé la main. Merci Thibaut, il relève la main. Si tout le monde a déjà vécu ce problème, ça veut dire que tous les sportifs du plus haut niveau dans vos sports collectifs, ils ont déjà vécu ce problème à un moment de leur carrière. Et j'ai envie de dire, plus l'enjeu il est important parce qu'ils sont à plus haut niveau, Olympique, Champions League, NBA, etc., plus vous avez des chances même que ça ait été exacerbé, quoi, que ça ait été pire. Et du coup, moi je suis convaincu qu'on peut trouver des articles, des vidéos, des podcasts, ce que vous voulez, de gens au plus haut niveau dans votre discipline qui expliquent comment est-ce qu'ils font face à ces difficultés-là, qui après tout font complètement partie du monde du sport, et face auxquelles je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus dire ok, bah, c'était la faute de l'arbitre, c'est pas notre faute, tu vois. On doit vraiment être dans, bonjour à la jeune fille qui nous regarde, on doit vraiment être, à mon avis, dans ok, ce truc-là, c'est un truc qui va arriver, comment je fais pour être moi meilleur face à ça, parce que ça va faire partie de ma carrière de sportif et de ma vie, je dirais, en général. Alors, vous savez que j'aime bien les challenges. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition-là, mais moi, je la trouve assez cool. Est-ce que vous auriez envie, comme la dernière fois, qu'on se fasse un petit challenge sur la page Facebook, là, où vous allez chercher, pourquoi pas, dans votre sport, un sportif qui parle de cette difficulté-là, tu vois, de la frustration liée à l'arbitrage, à un mauvais jugement, à l'entourage, et de partager aux autres comme ça, comment ce sportif, il fait, ou peut-être juste, c'est un sportif qui dit les difficultés qu'il a vécues, tu vois, pas forcément qui dit qu'il a trouvé des solutions, mais voilà, quelqu'un de votre milieu, pourquoi pas même un entraîneur qui dit comment il a fait pour gérer son équipe par rapport à ça. J'ai pas réussi à retrouver le passage, mais je sais que Claude Onesta, il en parle dans son bouquin. J'aurais dû surligner, tu vois. Est-ce que ça vous dit, levez la main si c'est le cas, si ça vous plairait un challenge comme celui-ci. Il y en a qui signent, alors vous n'êtes pas du tout obligé, hein. Claire-Marie, elle signe aussi. Du coup, Arthur, pression sociale, il lève la main aussi. Non, je plaisante. Voilà, c'est vraiment sur la base du volontariat, mais je pense que ça peut être hyper utile, surtout si vous le partagez comme ça, parce que ça permet à vos sportifs de se rendre compte qu'en fait, ce problème qu'ils ont en basket, les footballeurs, ils ont le même. Et si les mecs en hockey, ils ont le même, peut-être qu'en fait, il faut juste qu'on arrête de râler sur les arbitres, parce qu'on n'est pas capable de faire changer ça. Et d'ailleurs, si j'étais arbitre, je ne pense pas que je serais parfait. On n'est pas capable de faire changer ça.
Alors, comment on peut changer, nous, face à cet environnement? Et à propos, j'aimerais bien vous proposer une phrase à noter que peut-être vous pouvez mettre comme ça dans le vestiaire en grand. Il y a Jim Rohn, c'est un entrepreneur qui est plus là maintenant, mais il y a très longtemps, qui disait Don't wish it was easier, wish you were better. C'est-à-dire, n'espère pas que la situation soit plus facile, espère que tu étais meilleur. Parce que même si l'arbitre il fait des fautes d'arbitrage, on va dire, si toi tu es tellement performant, au final, ce n'est pas un problème. Alors bien sûr, ça paraît comme un beau discours, comme je vous le dis comme ça. Évidemment, s'il siffle 12 pénaltys alors qu'il n'y en avait pas, ça va vous pénaliser. Mais quoi qu'il en soit, si toi tu es meilleur face à ça, bah, il reste quand même plein de temps de jeu en dehors de ces erreurs d'arbitrage et je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose. Et ça peut être, pourquoi pas, tu vois, la phrase accrochée sur la porte de sortie des vestiaires que chaque joueur vont lire avant le match. Toi, tu arrives à chaque fois avec ton ardoise, là, tu la colles et tu veux que tous les joueurs ils lisent cette ardoise-là avant de sortir pour qu'ils aient en tête, arrête d'espérer que l'équipe d'en face ou l'arbitre soit plus facile. Espère que toi, tu sois meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle vous plaît cette phrase? Vous l'aviez déjà entendue? Ouais, Arthur, tu l'avais déjà entendue? Non? Ok. C'est peut-être pas exactement celle-là, mais en fait, ça ressemble un peu à ce que je dis. J'ai eu quelques gamines où j'avais des problèmes de comportement en compétition qui n'étaient pas du tout dans l'esprit sportif, Ouais. là où habituellement tout le monde se soutient mutuellement et qui, elle, était plutôt du genre à regarder les filles des autres clubs et espérer qu'elles tombent. Et donc, moi, j'ai toujours eu ce discours de dire tu gagnes pas parce que les autres ont été moins bonnes, tu gagnes parce que tu as été meilleur et pas l'inverse. Tu souhaites pas la défaite de l'autre, mais ta victoire à toi. Ok, très intéressant. Dans la même direction, tu vois, il y a aussi cette phrase qui dit, attends que je la retrouve, à triompher sans difficulté, on triomphe sans gloire. C'est aussi cette idée qu'en fait, si tu espères que toutes les autres filles, elles tombent, finalement, ta victoire à toi sur la poutre, elle n'a pas vraiment de hauteur, puisqu'en fait, tu as réussi seulement parce que les autres se sont plantés, quoi. Et j'ai envie de dire, plus le niveau d'adversité il est grand, et plus c'est ça qui rend ta performance incroyable. Et d'ailleurs, en sport co, c'est vraiment un problème que vous avez, je crois, c'est que c'est très difficile pour vous d'avoir une équipe performante ou d'entraîner des systèmes de jeu performants si vous n'avez pas en face quelqu'un qui est à la hauteur. Tu vois, en tennis, les mecs, ils se payent des sparring partners. Ils vont prendre des mecs qui sont dans le top 100 mondial pour pouvoir jouer contre eux. Parce que sinon, quand ils jouent avec l'entraîneur, il n'y a pas assez de niveau de difficulté en face. Et du coup, en prenant ce recul sur, en fait, les autres m'aident à être plus performant plutôt que les autres me limitent à être plus performant, bah, je pense qu'on peut avancer. Et c'est aussi le cas par rapport à l'arbitrage. Tu vois, l'arbitrage qui est mauvais, il m'aide, moi, c'est une opportunité pour apprendre à devenir meilleur avec la gestion de mes émotions. Parce que de toute façon, si ça m'arrive aujourd'hui au championnat de France, quand je serai au championnat du monde, j'aurai les mêmes problèmes et je préfère apprendre à les vivre aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment votre côté éducateur sportif, je pense, qui va prendre là. Et bon, donc ça, c'est pour toute la partie sur ce que vous pouvez faire vous. Maintenant, il peut y avoir des blocages. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler maintenant. Avant, je vais commencer par mon histoire à moi. Pendant des années, jusqu'à il y a encore pas très très longtemps, il y a quelques années, j'avais peur des chiens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je croisais un chien, immédiatement le fait de voir ou entendre un chien créait chez moi une sensation de peur et évidemment les comportements qui vont avec. Tu vois, le chien déclenchait automatiquement chez moi cet effet de peur et donc les comportements. Même si le chien il était enfermé entre 12 barrières, tu vois, qui risquait pas de me sauter dessus, même si c'était, bon, peut-être pas les mini chiens, tu vois, mais même s'il n'avait pas l'air très, très offensif, ce chien-là, ça créait automatiquement chez moi cette sensation. Et même si en y réfléchissant, tu vois, finalement, il n'y avait pas grand-chose à craindre, et ben, c'était, on va dire, plus fort que moi. Un élément déclencheur comme celui-ci provoquait immédiatement chez moi cet état interne. Ça, c'est un blocage que je pense que moi j'avais créé il y a longtemps. Quand j'étais gamin, je me suis fait courcher par un chien qui, lui, était carrément offensif, tu vois. Ça peut laisser chez moi une trace qui fait qu'ensuite, chaque chien va provoquer chez moi le même état parce qu'après tout, il faut se défendre. Et comme on disait sur les émotions tout à l'heure, ces réactions qu'on a, elles sont utiles pour nous. C'était peut-être utile pour moi, à un moment donné, d'avoir peur des chiens pour pouvoir, je sais pas, prendre la fuite. Mais plus tard, ça allait pas forcément, tu vois. En plus, du coup, ils m'aboyaient tous dessus. Ils le sentent, je crois.
Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une possibilité en préparation mentale individuelle face à ça s'appelle la désactivation d'ancrage en PNL. C'est de supprimer le lien qu'il y a entre un élément déclencheur, dans le cas où il y a un blocage. Donc, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est un stimuli particulier. Par exemple, je vois un chien, dans mon cas. Pour vous, je vois une injustice. Je vois un arbitre produire une injustice. Je vois un professeur à l'école sortir un gamin de la classe alors que c'est même pas lui qui était en train de bavarder. Je vois une injustice. Et ça, automatiquement, ça crée chez moi un état interne particulier. Hop, voilà, je l'ai mis ici. Alors vous avez vu, j'ai mis la petite photo Fast and Furious là. Le stimuli, c'est l'idée que hop, c'est comme un bouton, quoi. Tu appuies dessus, si le stimuli il est présent, ça déclenche forcément le truc, quoi. Ça explose. Qu'est-ce qui explose? C'est l'état interne qui se modifie. Moi, je ne pouvais pas faire en sorte de ne pas avoir peur du chien. L'état interne, donc c'est la voiture là qui prend feu. Et ça, même en ayant tout le discours que vous voulez avoir avec les joueurs, etc., s'ils ont un blocage qui est ancré comme ça chez eux, qu'à chaque fois qu'il y a une situation d'injustice, ça provoque ça chez eux, même dans d'autres aspects de la vie, hein, tu ne vois pas forcément sur un terrain, et ça, il est possible que vous, avec les éléments de compétences que vous avez, vous n'arriviez pas à faire dépasser le truc. Ça demande un travail, je dirais, un peu plus profond de déblocage, on pourrait appeler ça. Et ça, je veux que vous sachiez que ça se fait en prépa mentale individuelle. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former, je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, ben mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.